これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Headbanger. Le Gai Savoir. Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Rehman. À la réalisation, François Connac. Et à la lecture aujourd'hui, Denis Podalides. Give me some new shit. Give me some new shit. Give me some new shit. Les êtres vont d'une comédie vers une autre. Entre-temps, la pièce n'est pas montée. Ils n'en discernent pas encore les contours, leur rôle propice, alors ils restent là, les bras ballants devant l'événement, les instincts repliés comme un parapluie, branlochant d'incohérence, réduits à eux-mêmes, c'est-à-dire à rien. Vaches sans train. People sing around. Now people Disons-le tout de suite, Le Voyage au bout de la nuit est le deuxième plus grand livre du XXe siècle. Un énorme chef-d'œuvre, sublime, répugnant, dont la beauté n'enlève pas la crasse, dont la bonté ne supprime aucun mauvais sentiment. Et c'est de ce livre inouï, insensé, magnifique que, pour finir l'année, nous allons vous parler aujourd'hui, Paola et moi-même, ainsi que dimanche prochain, et encore bien d'autres fois dans le Gai Savoir. get your freak on. Who's that bitch? Bonjour Raphaël. Bonjour Paola. Le diable emporte le cabaretier et son cabaret. Pourquoi donner au diable son prochain? Cela n'est pas chrétien. C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos chevaux à l'abreuvoir. Mon père s'en aperçoit, il se fâche, je hoche de la tête, il prend un bâton et m'en frotte un peu durement les épaules. Un régiment passé pour aller au camp devant Fontenoy, de dépit je m'enrôle. Nous arrivons, la bataille se donne. Et tu reçois la balle à ton adresse? Vous l'avez deviné, un coup de feu au genou. Et Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais été amoureux de ma vie, ni boiteux. Mais Paola, ceci est du Diderot. Exactement, Mais mais, qu'est-ce ça, qui vous prend ? mais ça ne vous rappelle pas le début du voyage au bout de la nuit? Mais vous avez raison. D'ailleurs, on en avait parlé dans l'émission qu'on avait faite sur Jacques le Fataliste, je m'en souviens Et voilà. maintenant. Comme ça, je renvoie l'ascenseur. Un enchaînement de circonstances, effectivement, puisque dans Jacques le Fataliste, Jacques reçoit une balle au genou, et de cette balle, enfin, du fait qu'il ait été contraint d'aller dans l'endroit où il prend une balle au genou, etc., s'enchaînent tous les événements qui composent la trame de Jacques le Fataliste. Or, effectivement, vous avez raison, le premier chapitre du Voyage au bout de la nuit ressemble à cela dans la mesure où la ténuité d'une cause est sans commune mesure avec l'ampleur de ses conséquences, Paola. Oui, c'est le dialogue entre Bardamu et Arthur Ganat au tout début du voyage. Et comme ça, sur un coup de tête, par un peu... Fanfaronnade. Fanfaronnade, Mais voilà, fanfaronnade, je cherche le mais mot. oui. Que Bardamu s'engage dans l'armée. Mais voilà-t-il pas que juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer, et avec le colonel par devant sur son cheval, et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi, que je crie à Arthur, et me voici parti à m'engager, et au pas de course encore. « T'es rien con, Ferdinand !» qu'il me crie, lui Arthur en retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'a un peu froissé qu'il prenne la chose ainsi, mais ça m'a pas arrêté. J'étais au pas. J'y suis, j'y reste, que je me dis. On verra bien, navet, que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. L'héroïsme, enfin l'élan d'héroïsme de Bardamu. L'élan d'héroïsme, oui, parce que ensuite c'est un grand lâche, Bardamu. Oui, Hein. Il se sent infiniment léger le jour où il adopte la lâcheté comme unique comportement. Oui, ça dure qu'un temps, hein, parce que 2 paragraphes après le texte qu'on vient d'entendre, il finit par je m'en allais, mais trop tard, ils avaient renfermé la porte en douce derrière nous, les civils, on était faits comme des rats. On était fait comme des rats, c'est la première occurrence animalière du Voyage au bout de la nuit, qui en regorge, qui déborde d'animaux, qu'on torture. D'ailleurs, Céline est un écrivain merveilleux de la torture animale, enfin, un contempteur extraordinairement efficace de la torture animale. Certains, d'ailleurs, ont voulu accommoder cela avec son anti-humanisme, comme on dit. Pourquoi pas ? On en reparlera peut-être si on a le temps aujourd'hui, Paola. En revanche, il est vrai que les 2 derniers paragraphes du premier chapitre du Voyage au bout de la nuit sont tout à fait étonnants. Hein. On a marché longtemps, il y en avait plus, qu'il y en avait encore dans les rues, et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements. Bref, il y en avait des patriotes, etc., etc. Et puis la pluie est tombée, et puis encore de moins en moins, et puis plus du tout d'encouragement, plus un seul sur la route. Et voilà, le malentendu est scellé. Les conséquences massives de ce moment d'enthousiasme vont commencer à se déployer. Le livre commence, et c'est quand même très frappant, ce clinamen
initiale, une discussion à la terrasse d'un café qui engage toute une vie. Et combien de fois dans l'existence, au fond, les trajectoires prises par la vie correspondent à des inflexions minimales, à des accidents de la discussion, à un élan d'orgueil, d'honneur, de fierté dont les conséquences sont ensuite incalculables. Se livrer en aveugle au hasard qui nous entraîne, c'est en un sens ce que fait Bardamu avant de s'apercevoir de sa fantastique erreur, comme il dit, et c'est en même temps ce qui fait le romanesque de ce livre, puisqu'on entre dans le romanesque à l'instant, me semble-t-il, où il y a un décalage, où il y a un abîme entre la cause et la conséquence, entre une toute petite chose, une toute petite cause, et une infinie série de catastrophes. Mais alors, quelle est la différence entre Bardamu, qui s'engage comme ça sur un coup de tête, et les autres soldats? Parce que si Bardamu est si lâche, si trouillard, et il l'assume tout à fait, c'est peut-être parce qu'il ne ressent pas ce sentiment national si fort en 14, etc., qui est le patriotisme. Oui, mais il faut revenir un instant là-dessus. En 1914, en France, tout le monde, ou presque, était idiot. Bergson lui-même, en 1915, fait un discours dans lequel il explique que la France l'emportera parce que la France est détentrice des valeurs morales. Dans La recherche du temps perdu, le narrateur lui-même de La recherche du temps perdu, Dieu sait, existe-t-il un homme plus intelligent que celui-là, je ne sais pas, ou que Marcel Proust lui-même, le narrateur lui-même et Marcel Proust étaient attachés à la cause de la France, c'est-à-dire à aucun moment ne doutaient d'être du bon côté, confondaient l'appartenance avec la valorisation comme telle d'une appartenance. Qu'est-ce que c'est que le patriotisme ? C'est un communautarisme national. Qu'est-ce que c'est que le communautarisme, Paola ? Le communautarisme, c'est le fait de valoriser comme tel l'appartenance à une communauté. Vous êtes bantou, je suis pygmée, ou bien je suis méridional, ou bien peu importe, et je considère que ce hasard, qui me vaut d'être né ici plutôt que là, que ce hasard est en soi une chance extraordinaire, et qu'au fond, là où je suis né, c'est le centre du monde. Tel est le communautarisme, et le patriotisme n'est jamais rien que la même passion, cette passion absurde, cette passion qui consiste à faire grand cas de sa petite existence, en définitive. Le patriotisme n'est rien d'autre que cette passion absurde étendue à l'échelle d'une nation. C'est une sanctification de ses propres attachements. C'est intéressant, il y a un passage comme ça, toujours dans le premier chapitre. C'est Arthur Ganat qui le dit, écoutez. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qui sont sur la patrie numéro 2, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez! Il y a de tout ce qu'il faut à bord, tous en chœur. Gueulez voir d'abord un bon coup, et que ça tremble. Vive la patrie numéro 1, qu'on vous entende de loin. Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu. Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre, où c'est fait bien plus vite encore qu'ici. Oui, c'est quoi, on a entendu patrie numéro 1, patrie numéro 2. Mais oui, patrie numéro 1, patrie numéro 2, c'est formidable. Parler de la France et de l'Allemagne comme patrie numéro 1 et patrie numéro 2, c'est un remède à cette passion merdique, à cet affect stupide. C'est quand même... Qu'est-ce que c'est qu'un patriote ? Sous toutes les latitudes, à toutes les époques, c'est un abruti qui fait grand cas de sa petite existence ou de lui-même. Il faut prendre Céline comme un antidote. Alors là, pour le coup, véritablement, Dieu sait si Céline a des défauts, hein. Mais alors là, s'il y en a un qu'il n'a pas, c'est le patriotisme. Il faut prendre Céline, je crois, comme un antidote à cette passion de primate, quoi, cet attachement déraisonnable pour ce qui n'est ni plus ni moins que la terre d'à côté. C'est assez montagnien, en fait. Oui, c'est assez montagnien, dans la mesure où Montaigne disait qu'il était catholique comme on était périgourdin. C'est-à-dire qu'on est périgourdin par hasard. C'est dire le peu de cas qu'il fait du fait d'être périgourdin ou, comme lui, de la région d'où il est issu. La sagesse commence par ce dépaysement-là, par cet exercice de décentrement qui consiste à ne pas être dupe de son appartenance. Or, c'est à cette illusion collective, c'est à l'intérieur de cette illusion collective, cette gigantesque erreur collective, que s'inscrit Bardamu au début, dans ce début extraordinaire du voyage au bout de la nuit, ce premier moment sur la guerre. Et l'une des méthodes de Céline, la moins évidente peut-être, la moins obvie, comme disent les cuistres, pour déconstruire cette passion, qui n'est qu'une passion, qui se prend pour une vérité, c'est évidemment de mettre en scène la guerre, les atrocités de la guerre, ce carnage monstrueux, etc. Bon, très bien, ça, c'est évident, n'importe quel lecteur peut s'en apercevoir. Mais c'est également, je crois, de pratiquer une méthode nietzschéenne
qui est la méthode généalogique. Par exemple, vous voyez, Bardamu, après la guerre, il a une petite amie, qui est également la petite amie d'à peu près tout un régiment, et qui aime beaucoup les Argentins d'ailleurs, Lola. Et alors, il dit ceci, pour Lola, la France demeurait, alors elle est américaine Lola, hein, la France demeurait une espèce d'entité chevaleresque aux contours peu définis dans l'espace et le temps, mais en ce moment dangereusement blessée et à cause de cela même très excitante. Moi, ajoute-t-il, quand on me parlait de la France, je pensais irrésistiblement à mes tripes. Alors forcément, j'étais beaucoup plus réservé pour ce qui concernait l'enthousiasme. C'est-à-dire qu'il ne cesse de sous-tendre les grandes passions fondamentales, des tripes, des boyaux, à l'intérieur duquel se déplace le rêve qui fait tout un homme. Par exemple, un peu plus tard, Bardamu rencontre une petite Musine. Elle s'appelle Musine. Et à un moment, il dit, comme elle me fuyait, Musine, je me prenais pour un idéaliste. C'est ainsi qu'on appelle ses propres petits instincts habillés en grands mots. Allez-y. Mais c'est pas les grandes passions qui déconstruit là, c'est sa propre lâcheté, c'est... Non, il montre à quel point il est lui-même lâche, bien sûr, et quand il adopte la lâcheté comme seul principe de vie et d'existence, il se sent infiniment léger, mais il ne s'agit pas de la lâcheté, il ne s'agit pas d'opposer à la façon de Voltaire répondant à Leibniz en mettant en scène les atrocités du meilleur des mondes possibles, entre guillemets. Il ne s'agit pas tant de cela, il s'agit chez Bardamu, non pas d'objecter, de faire l'objection de sa lâcheté à cette espèce de furie héroïque où les gens vont mourir au combat. Bien sûr, il y a de cela. Mais je crois plus important dans le travail à l'œuvre, dans le voyage au bout de la nuit, il y a l'idée que ce qui sous-tend nos passions fondamentales, et quoi de plus fondamental pour celui qui l'éprouve que le patriotisme, en l'occurrence, demander à un patriote, si ça n'est pas important pour lui, de montrer ce qui sous-tend nos passions fondamentales, ce sont des problèmes organiques ou des histoires. Par exemple, quand il est dans l'hôpital de Fortune, où sont tous les grands blessés, à un moment il parle de ses camarades et il dit « Ici, cloîtrés dans leur misère officielle comme au fond d'un enclos baveux, les vieux travailleurs broutaient toute la fiente qui se dépose autour des âmes à l'issue des longues années de servitude. En d'autres termes, c'est la fiente qui se dépose autour des âmes. Il compare les âmes à un moment au pourtour anal. C'est la fiente qui se dépose autour des âmes, et c'est ainsi qu'il déconstruit cette passion, dans ce cas-là de meurtrier. Il est beaucoup plus dangereux d'être patriote que d'être lâche. Pour quelle raison? Précisément parce que le patriotisme, ça n'est que de la fiente qu'on a déposée sur le pourtour anal de l'âme. Alors, cette méthode-là, qui consiste à soumettre des grandes décisions, de la même manière qu'une grande décision, celle de s'enrôler, est dictée par une discussion à la terrasse d'un café, des grandes passions sont soumises aux états du corps, cette méthode généalogique est à l'œuvre vraiment très souvent, parce que c'est un psychologue extraordinaire, dans le voyage au bout de la nuit, prend parfois d'autres formes. Par exemple, avec Lola, il dit « Je crois même qu'à 2 ou 3 reprises où je fus cocu, nos relations eussent été très menacées si au même moment cette frivole ne m'avait découvert soudain une utilité supérieure, celle qui consistait à goûter chaque matin les beignets à sa place. Cette spécialisation de la dernière minute me sauva. De ma part, elle accepta le remplacement. N'étais-je pas moi aussi un valeureux combattant, donc digne de cette fonction de confiance? Dès lors, nous ne fûmes plus seulement amants, mais associés. Ainsi débutèrent les temps modernes. » Et il y a chez Céline une pratique quasiment du zeugma. C'est très étonnant. Un moment, il dit... il parle d'une grande allée qui n'avait même plus ses rideaux, dit-il. Pas pourquoi il dit ça. Et il continue, il dit « Elle était éventée comme un vieux mystère. » Ou bien la vieille enrouille, qui, parlant à sa belle-fille qui veut la tuer, lui dit vous jabotez dans de la ciguë, vous êtes plus méchant qu'un hiver de 6 mois. Le sens de la métaphore, l'élévation vers la parabole, dans le voyage au bout de la nuit est fondamental, non pas parce que ça n'est pas une façon de sublimer son propos, c'est-à-dire de passer du grotesque au sublime, ça n'est pas une façon de sublimer son propos, mais de rappeler la source putride des sentiments sublimes. Et quand Bardamu parle de sublime, il faut tout de suite entendre la boue derrière. Et depuis la généalogie de la morale, et la cuisine aux idéaux, la cuisine fétide où se fabriquent tous les idéaux les plus nobles, la transparence, le bien, la bonté, la générosité, etc., etc., depuis la description par Nietzsche de la cuisine aux idéaux, dans le paragraphe 11 de la généalogie de la morale, on n'a pas fait mieux en matière de déconstruction des passions fondamentales, à commencer donc, je crois, par le patriotisme. Mais pour revenir un petit peu à la guerre et à toute cette première partie du voyage, on peut dire que ce qui meut Bardamu, puisque mouvement il y a rien que dans l'onomastique, dans le nom, c'est une sorte Bardamu.
Et oui. C'est celui qui déplace son barda. Je viens de comprendre. Je viens de l'entendre en vous écoutant, Paola. Super. Allez-y. Ce qui le meut, c'est justement une sorte d'élan vital, un côté un peu conatus, quoi, si je peux, si je peux dire, puisque cette lâcheté, en fait, elle se résume à une envie de vivre, en tout cas dans cette première partie, et puis après, même en Afrique. Alors, vous parlez de conatus. Donc, c'est le mot de Spinoza. Faut le chercher. Autant Nietzsche. Pourtant, Spinoza et Nietzsche se ressemblent, mais une pulsion de vie, vraiment. Est-ce que... pulsion de vie qui passe par la lâcheté, je suis pas sûr que notre ami vivre Spinoza... coûte que coûte, quoi. Vivre coûte que coûte, peut-être. Non, mais peut-être. Je veux dire, j'ai utilisé le mot conatus un petit peu par hasard, du coup. Je sais pas dans quoi je m'engage, mais je voulais faire valoir cette idée de une lâcheté qui est assez honorable en réalité. C'est-à-dire honorable. Pourquoi dites-vous honorable, hein? Je sais pas, je trouve que vivre, c'est assez honorable en réalité. Oui, c'est vrai. Vouloir vivre à tout prix, peut-être. Le lien avec Spinoza, on le trouve par exemple quand Céline dit l'âme, c'est la vanité et le plaisir du corps tant qu'il est bien portant, mais c'est aussi l'envie d'en sortir du corps dès qu'il est malade ou que les choses tournent mal. Et on ne peut pas mieux dire ce que dit Spinoza lui-même quand il dit que l'esprit, c'est l'idée du corps. Il y a là, je crois, quelque chose de très important. Cela dit, pour en revenir un instant sur cette question du patriotisme, il y a des personnages comme ça très hauts en couleur dans Le Voyage au bout de la nuit, et notamment le médecin-chef Bétombe. Vous vous souvenez du médecin-chef Bétombe? Oui, c'est dans l'hôpital psychiatrique où on met les blessés pour leur réinfuser un peu de patriotisme. Écoutez-le parler de la France. La France, mes amis, vous a fait confiance. C'est une femme. La plus belle des femmes, la France, entonna-t-il. Elle compte sur votre héroïsme, la France. Victime de la plus lâche, de la plus abominable agression. Elle a le droit d'exiger de ses fils d'être vengés profondément, la France. D'être rétablie dans l'intégrité de son territoire, même au prix du sacrifice le plus haut, la France. Nous ferons tous ici, en ce qui nous concerne, notre devoir, mes amis. Faites le vôtre. Notre science vous appartient, elle est vôtre. Toutes ces ressources sont au service de votre guérison. Aidez-nous à votre tour, dans la mesure de votre bonne volonté. Je le sais, elle nous est acquise, votre bonne volonté. Et que bientôt vous puissiez tous reprendre votre place à côté de vos chers camarades des tranchées. Votre place sacrée, pour la défense de notre sol chéri. Vive la France. En avant. Il savait parler aux soldats. Nous sommes un parti patriote, et ça veut tout dire, et ça nous différencie déjà très largement de tous les autres, car nous sommes un parti qui considérons que la nation est la structure la plus performante pour assurer la sécurité, la prospérité, défendre l'identité du peuple français, quand tous les autres partis politiques considèrent que la nation est une structure dépassée. Ça, c'est une vraie différence entre eux et nous. Alors, il est intéressant juste de remarquer au passage que celui qui parle comme ça, héroïquement, de patriotisme, est un nom qui sonne de façon mortifère, puisqu'il y a le mot « tombe » dedans. Mais vous êtes très forte en onomastique célinienne, Paola. Bétombe, bien sûr. Bétombe. D'ailleurs, le simple mot « tombe » en soi est quand même très étrange, puisqu'il s'agit de tomber. Mais rien que ça m'a toujours laissé perplexe. Et effectivement, Bétombe, c'est celui qui envoie qui répare les blessés, et qui les envoie au carnage, tout ça avec un enthousiasme absolu, un enthousiasme de béton, absolument. Et alors, Bétombe, par ailleurs, c'est évidemment celui qui n'est pas concerné par les conséquences de ce qu'il Comme Lola, d'ailleurs. Oui, Lola, c'est différent. Lola, elle est toute candide, elle est américaine, elle aime la France, elle croit que c'est bien, elle cherche un héros, elle croit l'avoir trouvé en Bardamu jusqu'au moment où elle s'aperçoit qu'elle est mal tombée. Mais pour un moment, Bardamu, ayant reçu la médaille de je sais pas quoi, lui-même d'ailleurs parle d'une médaille, enfin bon, peu importe, le malentendu se noue autour de cette récompense qui vaut à Bardamu tout simplement de passer quelques nuits savoureuses avec Lola, et évidemment il ne va pas la contredire puisque quand on en vient au derrière, Bardamu veut bien dire tout ce qu'on veut à condition de passer à la casserole. Alors Bétombe, non seulement il n'est pas concerné par le truc,
Mais surtout, il est beau garçon, Bétombe. Il a les plus beaux yeux du monde. Notre oui. médecin-chef aux beaux yeux, le professeur Bétombe, avait fait installer, pour nous redonner de l'âme, tout un appareillage très compliqué d'engins électriques étincelants dont nous subissions les décharges périodiques, effluves qu'il prétendait toniques et qu'il fallait accepter sous peine d'expulsion. Il était fort riche, semblait-il, Bétombe, il fallait l'être, pour acheter tout ce coûteux bazar électrocuteur. Son beau-père, grand politique, ayant puissamment tripoté au cours d'achats gouvernementaux de terrain, lui permettait ses largesses. Et alors Bétombe, c'est celui à qui Bardamu fait un jour la confidence de sa dépression. Il le dit, certains soldats bien doués, à ce que j'avais entendu conter, éprouvaient, quand ils se mêlaient au combat, une sorte de griserie, et même une vive volupté. Dès que, pour ma part, j'essayais d'imaginer une volupté de cet ordre bien spécial, je m'en rendais malade pendant 8 jours au moins. Je me sentais si incapable de tuer quelqu'un qu'il valait décidément mieux que j'y renonce et que j'en finisse tout de suite. Et alors Bardamu confie, tremblant, fait tremblant cet aveu au médecin-chef Bétombe. Et la réaction de Bétombe est extraordinaire. Elle est si extraordinaire qu'il faut, je crois, l'entendre en entier. Écoutez. Vous allez mieux, Bardamu, mon ami. Vous allez mieux, tout simplement. Voici ce qu'il concluait. Cette confidence que vous venez me faire, absolument spontanément, je la considère, Bardamu, comme l'indice très encourageant d'une amélioration notable de votre état mental. Vaudesquin, d'ailleurs, cet observateur modeste, mais combien sagace, des défaillances morales chez les soldats de l'Empire, avait résumé dès 1802 des observations de ce genre dans un mémoire à présent classique, bien qu'injustement négligé par nos étudiants actuels, où il notait, dis-je, avec beaucoup de justesse et de précision, des crises dites d'aveu qui surviennent, signe entre tous excellent, chez le convalescent moral. Notre grand Dupré, près d'un siècle plus tard, sut établir à propos du même symptôme sa nomenclature désormais célèbre où cette crise identique figure sous le titre de crise du rassemblement des souvenirs. Crise qui doit, selon le même auteur, précéder de peu, lorsque la cure est bien conduite, la débâcle massive des idéations anxieuses et la libération définitive du champ de la conscience, phénomène second en somme dans le cours du rétablissement psychique. Dupré donne d'autre part, dans sa terminologie si imagée et dont il avait l'apanage, le nom de diarrhée cogitive de libération à cette crise qui s'accompagne chez le sujet d'une sensation d'euphorie très active, d'une reprise très marquée de l'activité de relation, reprise entre autres très notable du sommeil, qu'on voit se prolonger soudain pendant des journées entières. Enfin, autre stade, suractivité très marquée des fonctions génitales, à tel point qu'il n'est pas rare d'observer chez les mêmes malades auparavant frigides de véritables fringales érotiques. D'où cette formule, le malade n'entre pas dans la guérison, il s'y rue. Tel est le terme magnifiquement descriptif, n'est-ce pas, de ces triomphes récupératifs par lequel un autre de nos grands psychiatres français du siècle dernier, Philibert Margeton, caractérisait la reprise véritablement triomphale de toutes les activités normales chez un sujet convalescent de la maladie de la peur. Pour ce qui vous concerne, Bardamu, je vous considère donc, et dès à présent, comme un véritable convalescent. Vous intéressera-t-il, Bardamu, puisque nous en sommes à cette satisfaisante conclusion, de savoir que demain, précisément, je présente à la Société de psychologie militaire un mémoire sur les qualités fondamentales de l'esprit humain. Ce mémoire est de qualité, je crois. Certes, maître, ces questions me passionnent. Eh bien, sachez, en résumé, Bardamu, que j'y défends cette thèse, qu'avant la guerre, l'homme restait pour le psychiatre un inconnu clos et les ressources de son esprit une énigme. C'est bien aussi mon très modeste avis, maître. La guerre, voyez-vous, Bardamu, par les moyens incomparables qu'elle nous donne, pour éprouver les systèmes nerveux, agit à la manière d'un formidable révélateur de l'esprit humain. Nous en avons pour des siècles à nous pencher, méditatifs, sur ces révélations pathologiques récentes, des siècles d'études passionnées. Avouons-le franchement. Nous ne faisions que soupçonner jusqu'ici les richesses émotives et spirituelles de l'homme, mais à présent, grâce à la guerre, c'est fait.
Nous pénétrons par suite d'une effraction douloureuse, certes, mais pour la science décisive et providentielle, dans leur intimité. Dès les premières révélations, le devoir du psychologue et du moraliste moderne ne fit pour moi, Bétombe, plus aucun doute. Une réforme totale de nos conceptions psychologiques s'imposait. C'était bien mon avis aussi, à moi, Bardamu. Je crois, en effet, maître, qu'on ferait bien... Ah! Vous le pensez aussi, Bardamu. Je ne vous le fais pas dire. Chez l'homme, voyez-vous, le bon et le mauvais s'équilibrent. Égoïsme d'une part, altruisme de l'autre. Chez les sujets d'élite, plus d'altruisme que d'égoïsme. Est-ce exact? Est-ce bien cela? C'est exact, maître, c'est cela même. Et chez le sujet d'élite, quelle peut être, je vous le demande, Bardamu, la plus haute entité connue qui puisse exciter son altruisme et l'obliger à se manifester incontestablement cet altruisme? Le patriotisme, maître. En fait, ce que j'appelais tout à l'heure conatus, ici, dans la bouche de Bétombe, ça devient sophisme de conservation. Vous avez tout à fait raison. Le sophisme de la conservation. Cette façon qu'ont les gens de vouloir à tout prix survivre, et effectivement, c'est le cas de Bardamu pendant la guerre. Et après tout, peut-être que la lâcheté est-elle en lui-même l'expression du désir de vivre, comme le désir impérieux de voyager, qui le fait... Alors, c'est le paradoxe, vous voyez, par exemple, la seule véritable histoire d'amour dans Voyage au bout de la nuit, c'est l'histoire qui lie Bardamu à Molly, en Amérique. On n'aura pas le temps d'y aller aujourd'hui, en Amérique, on ira. Nous irons en Amérique, Paola. Tu verras. Il y a Molly, la prostituée, Molly, enfin toutes les femmes les plus généreuses du Voyage au bout de la nuit sont des prostituées. Et Molly, la prostituée, elle est très gentille, elle est très, très douce, très tendre. Et pourtant, Bardamu la quitte. Il la quitte et il ne sait pas pourquoi. Il la quitte parce qu'il est saisi par le désir impérieux du voyage. Alors, j'ai tendance à penser, voilà, ce qui me fait tiquer quand vous parlez de Spinoza, indépendamment du fait que Spinoza est le philosophe de la joie de vivre, et Céline pas vraiment, ce qui me fait un peu tiquer, c'est que en fait, ce qui fait que Bardamu échappe au supplice, à l'armée, enfin, qu'il essaie d'y échapper, la lâcheté, sa méthode, c'est également ce qui lui fait fuir un bonheur possible. Et c'est là qu'on sort de Spinoza, si vous voulez. C'est-à-dire que le goût de vivre, que le conatus, que le goût de persévérer dans son être lui fasse tourner le dos au bonheur, il me semble qu'on n'est pas là chez Spinoza. Votre thèse, entre guillemets, se défend pendant la guerre, même si la lâcheté n'est pas franchement un affect spinoziste. Je crois qu'elle se défend moins quand elle le fait fuir le bonheur véritable qu'il éprouve en compagnie de la gentille, adorable, merveilleuse Molly. Tant que le militaire ne tue pas, c'est un enfant. On l'amuse aisément. N'ayant pas l'habitude de penser dès qu'on lui parle, il est forcé, pour essayer de vous comprendre, de se résoudre à des efforts accablants. Le capitaine Frémison ne me tuait pas. Il n'était pas en train de boire non plus. Il ne faisait rien avec ses mains, ni avec ses pieds. Il essayait seulement de penser. C'était énormément trop pour lui. Au fond, je le tenais par la tête. Graduellement, pendant que durait cette épreuve d'humiliation, je sentais mon amour-propre déjà prêt à me quitter, s'estomper encore davantage, et puis me lâcher, m'abandonner tout à fait, pour ainsi dire, officiellement. On a beau dire, c'est un moment bien agréable. Depuis cet incident, je suis devenu pour toujours infiniment libre et léger, moralement s'entend. C'est peut-être de la peur qu'on a le plus souvent besoin pour se tirer d'affaire dans la vie. Je n'ai jamais voulu, quant à moi, d'autres armes depuis ce jour, ou d'autres vertus. On voit que, on était sur la joie, hein, que Céline s'en donne à cœur joie, par contre, quand il s'agit de descendre un peu les militaires. Oui, de descendre les militaires, littéralement, et de descendre les militaires, parce que les militaires semblent vouloir se faire descendre. Ouais. C'est pour ça qu'il les descend. Il y a l'épisode du maréchal des logis pendant la guerre. C'est un colonel qui apprend la mort du maréchal des logis. Alors il y a un type tout foireux qui vient le voir et qui lui dit « Mais le maréchal des logis est mort ». Il dit « Alors, nom de Dieu ». Et au moment où le type s'apprête à reprendre le fil de sa phrase, il ne la finit pas, puisqu'il y a une bombe qui explose, un fracas énorme, et le colonel et le maréchal des logis se retrouvent enlacés pour l'éternité, avec la tête en moins, et avec glouglou qui sort avec le sang qui sort en glouglou du coup. C'est là qu'il dit toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. Oui, toutes ces viandes saignaient. Bravo Paola. Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. Et d'ailleurs, on retrouve ici aussi le mot de énormément. Alors, l'emploi de l'adjectif énormément, je crois, n'est pas innocent. Avant d'y venir, juste un point quand même.
sur le contexte dans lequel est décrit le capitaine Frémison, qu'il finit par appeler mon capitaine Frémison, ce qui est irrésistible. On est sur l'amiral Bracton, qui est un bateau pourri, sur lequel peut-être aurons-nous le temps de naviguer, sinon cette semaine, peut-être dimanche prochain, Paola, qui est un bateau pourri qui avance comme une étuve dans la mélasse de l'océan en direction de l'Afrique, où Bardamu se rend après la guerre. Et là-dedans, les militaires font de lui un bouc émissaire, selon des processus qui sont tout à fait étonnants et sur lesquels vraiment il faudra qu'on revienne, parce que c'est vraiment la fabrication du bouc émissaire est décrite à merveille par le plus antisémite de nos auteurs, c'est-à-dire Louis-Ferdinand Céline. C'est très étonnant ça. Et Bardamu est donc désigné comme bouc émissaire du bateau, et le Jonas du bateau. Et c'est celui à qui les militaires décident de vouloir casser la gueule un jour, alors qu'il n'a rigoureusement rien fait de mal. Et il s'en sort en disant mais quelle abominable erreur vous alliez faire, tout est à reprendre entre nous, alors que vous êtes des braves, je suis un brave, nous avons versé le même sang dans les tranchées, vive la France, nom de Dieu. Et il dit il allait pas me gifler au moment où j'allais dire ça, et c'est là qu'il dit au moment je le tenais par la tête. Et effectivement, le capitaine Frémison et cette pensée, et comme dit Céline, c'était énormément trop pour lui. De la même manière, quand le colonel et le maréchal des logis se retrouvent en morceaux, en pièces détachées, toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. Mais le cavalier n'avait plus sa tête. Rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glouglou comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert. Il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire du mal, ce coup-là, au moment où c'était arrivé. Tant pis pour lui. S'il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé. Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. Et je crois que c'est l'adverbe et l'adjectif qu'on retrouve le plus souvent dans Le Voyage au bout de la nuit. Je me suis amusé à en relever quelques-uns, mais vraiment quelques-uns. C'est peut-être un cinquième, des énormes ou des énormément. Vous avez par exemple dans L'obscurité si épaisse de la nuit pendant la guerre, qui contenait, dit Céline, des volontés homicides énormes et sans nombre. Énorme est le deuxième épithète, c'est-à-dire le plus important. C'est celui qu'on ajoute. Il enchaîne les épithètes alors qu'il n'intercale pas de virgule entre les adjectifs. Un peu plus loin, la nuit est dite énorme. Elle bouffait la route à 2 pas de nous. Un peu plus loin encore, il parle de l'écho du bruit que faisaient les chevaux en trottant, ce qui est très dangereux parce qu'évidemment, en temps de guerre, être sur un cheval qui trotte, c'est la meilleure façon de se faire tirer dessus. Et il dit un bruit qui vous étouffe, énorme, tellement qu'on n'en veut pas. Un peu plus loin, il parle d'un village qui brûle pendant la nuit et il dit on dirait une fleur énorme, puis rien qu'un bouton, et puis plus rien. Et puis il continue, il parle d'un énorme hommage, d'une solitude coloniale énorme, où là encore, les épithètes s'enchaînent sans virgule entre elles. Et puis il y a l'Amérique, par exemple, quand il est en Amérique, qui vient le tracasser, lui poser d'énormes questions, et ainsi de suite. Et à cet énorme s'ajoute l'adverbe. Le capitaine Frémison, c'était énormément trop pour lui. Un type qui, dévoré par la gale, qui se gratte et qui enrage énormément tout en se grattant de haut en bas. Des filles à qui l'on pince énormément les fesses. Alcide, le merveilleux Alcide qui trafique, qui est cruel, qui torture, etc., mais qui en même temps consacre tout l'argent qu'il récupère de ses trafics à l'éducation d'une nièce qu'il n'a jamais vue dans la métropole, qui tutoie les anges, Alcide, une figure même de la bonté. Et il dit, et Bardamu dit, je me sentais soudain énormément indigne de lui parler. Et mon énormément favori, Paola, c'est quand Bardamu dit ceci: de la morale de l'humanité, moi je m'en fous énormément, ainsi que tout le monde d'ailleurs. Et cet énormément-là est, lui, mis entre virgules. Alors, je ne sais pas quoi dire, moi, de énorme ou énormément. C'est le côté rabelaisien, peut-être, un petit peu de Céline. Est-ce que c'est rabelaisien? Je sais pas s'il faut marcher par référence ici. J'en sais rien. C'est très... pour être tout à fait juste et honnête avec nos auditeurs, c'est très fort, l'emploi constant de cet adjectif et de l'adverbe qu'il compose avec. C'est très fort, c'est constant, et c'est toujours un tout petit peu décalé, c'est toujours un petit peu bizarre, pincer énormément les fesses. On ne sait pas si c'est les fesses qui sont énormes, ou si c'est le nombre des pincements
des pinçages de fesses. C'est très étrange l'emploi de ce mot chez Céline. Je n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire, mais c'est inouï, et ça c'est très frappant dans toute la lecture du livre, c'est inouï ce qu'on sent, à quel point on peut sentir ce qu'on n'arrive pas à comprendre, à quel point ce styliste incomparable qu'est Céline donne à sentir ce qu'il dispense d'expliquer. La seule chose, ici vous avez cité Rabelais, moi j'ai envie de penser que Fabrice Lucchini, qui est célinien jusqu'au bout des yeux, jusqu'au bout des paupières, jusqu'au bout des ongles, qui connaît par cœur le voyage au bout de la nuit, c'est-à-dire qui, par politesse pour les gens qui viennent le voir sur scène, feint de le lire, mais qui en réalité connaît par cœur ces textes qu'il a lus, qu'il lit depuis 40 ans. Fabrice Lucchini, que la Vox Populi identifie en général à l'emploi systématique de l'adjectif « énorme ». C'est énorme, comme dit Lucchini. Je voudrais ici soumettre à nos auditeurs l'hypothèse selon laquelle, au fond, l'emploi constant de cet adjectif, et peut-être lui-même, s'il nous écoute, on ne sait jamais, je voudrais leur soumettre l'hypothèse selon laquelle l'emploi permanent de cet adjectif lui vient tout simplement de Céline. Et je ne vois pas d'autres réponses. Il est tellement identifié à cet adjectif, et cet adjectif est tellement l'adjectif qui revient le plus souvent dans Le Voyage au bout de la nuit, que je ne peux pas m'empêcher d'y voir un lien. Comme disait Descartes, je n'ai pas plus génie que les autres, mais j'ai plus de méthode. Je connais par cœur tout ça, il me manque constamment. C'est un énorme comédien, c'est un tempérament, une nature ahurissante, effrayante. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effort littéraire. Quand il a, en 1930, décidé de passer de Toubib à l'écriture et qu'il a pondu Le Voyage, c'est cet effort littéraire que j'essaye de servir. Lui, c'est un personnage complètement dément. Alors évidemment, j'ai été chez lui, j'ai été à Meudon, j'ai été reçu par Lucette. C'est étonnant. Il y a une phrase dans Le Voyage au bout de la nuit où Céline est en Amérique et il dit, comme ça, au bout d'un chapitre, rien d'exceptionnel, il dit « C'est l'âge aussi qui vient peut-être le traître et nous menace du pire. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie, voilà. » Toute la jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde, dans le silence de vérité. Puis où aller dehors, je vous le demande, quand on n'a plus en soi la somme suffisante de délire? La vérité, c'est une agonie qui n'en finit plus. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, vous voyez ce que je veux dire? Mourir ou mentir. Alors, puisqu'en mentionnant Lucchini, vous nous dirigez du côté du théâtre. Vous dites Lucchini, vous. Ah, c'est mon côté italien, je crois. C'est votre côté italien, absolument. Donc, on va du côté du théâtre, puisque de toute façon, on ne s'éloigne pas du tout du voyage. Non, c'est pas sortir du voyage que d'aller vers le théâtre. Puisque chaque scène, on peut parler de scène, ça se constitue en petits groupes de théâtre, de représentation, que ça soit dans l'hôpital avec le personnage de Branle d'or. Branle d'or. En voilà encore un nom. Vous, amatrice d'onomastique, Paola, avouez que ce nom-là ne vous a pas laissé indifférente, tout de même. Bon, et puis oui, ou même là, le passage sur l'amiral Bracton, il suffit à chaque fois de voir comment même Bardamu se donne en représentation. C'est fascinant. C'est une vérité profonde de ce livre. D'abord, vous avez raison, je crois, de le dire, ce sont des scènes de théâtre. Ce sont des scènes de théâtre. La scène de l'amiral Bracton avec le militaire, quand Bardamu le tient par la tête en lui faisant une diatribe patriotique pour éviter que les militaires ne jouent avec ses dents comme avec des osselets et ne le jettent par-dessus bord, c'est une scène de théâtre. La scène du colonel qui explose dans les bras du maréchal des logis, c'est une scène de théâtre. La scène avec Bétombe, c'est une scène de théâtre. Il n'y a que des scènes de théâtre dans Le Voyage au bout de la nuit. Ce qui ne veut pas dire que le livre est factice, ce qui ne veut pas dire que le livre est surjoué. C'est même le contraire, je crois, parce que ça va plus loin que ça. Il ne s'agit pas seulement de composer des tableaux, comme une pièce dont la mise en scène serait une succession de tableaux. C'est le cas du Voyage au bout de la nuit. Les différents voyages, au Rhinci, en Afrique, en Amérique, dans la forêt pendant la guerre, ce sont des tableaux, bien sûr. Mais ça va plus loin que cela. Céline a l'intuition très profonde, je crois, que, au fond, les grandes émotions, les grands affects, étant, comme on le sait, comme on le voit, comme on le lit dans Le Voyage au bout de la nuit, nourris, pétris originellement de passions médiocres, les grands affects recouvrent ces passions en se surjouant eux-mêmes. Et les personnages eux-mêmes sont théâtraux. Ils jouent des rôles, ils incarnent des rôles. Et il y a là une vérité profonde du livre, et tout simplement de la nature humaine. C'est-à-dire que être heureux, c'est bien.
Mais montrer qu'on est heureux, c'est autre chose. C'est là qu'on rentre dans la représentation. Être triste quand on va aux obsèques de quelqu'un, c'est bien, si j'ose dire, enfin, c'est triste. Mais mettre des lunettes noires pour montrer à tout le monde qu'on a les yeux qui pleurent parce qu'on est triste, c'est rentrer dans le théâtre. Et Céline est expert en cette matière, c'est-à-dire que celui qui n'a pas peur de dire à quel point nos sentiments ont une source médiocre est également celui qui n'a pas peur de montrer à quel point les passions les plus fondamentales, les moments les plus solennels dans la vie des individus correspondent à des rôles qu'ils se donnent. Vous avez cité Branle d'Or au nom délicieux. Tiens, Bétombe d'abord, avant Branle d'Or. Bétombe. Nous jouions tous en somme, écoutez Céline, nous jouions tous en somme dans une pièce où il avait choisi, lui Bétombe, le rôle du savant bienfaisant et profondément, aimablement humain, le tout était de s'entendre. Branle d'Or. Alors, Branle d'Or, c'est un militaire il est coupé en trois, enfin, il est en pièces détachées. Mais il a compris le truc, il a compris comment plaire aux infirmières et comment obtenir d'elles, du coup, quelques faveurs buccales dont il se repaît dans son hôpital. Et donc, il est là, celui qui dit « Victoire, victoire, nous aurons la victoire ». Il joue le patriote, Branle d'Or. Alors, il dit ça. Ainsi rendu conforme à l'ardente littérature agressive par un effet d'opportune mise en scène, il jouissait, c'est le cas de le dire, de la plus haute cote morale. Il le possédait, le truc, lui. Comme le théâtre était partout, il fallait jouer, et il avait bien raison, Branle d'Or. Rien aussi n'a l'air plus idiot et n'irrite davantage. C'est vrai qu'un spectateur inerte monté par hasard sur les planches. Quand on est là-dessus, n'est-ce pas, il faut prendre le ton, s'animer, jouer, se décider, ou bien disparaître. Branle d'Or, c'est celui qui a trouvé le ton juste, à tel point d'ailleurs qu'il vole la vedette à Bardamu. Vous vous souvenez, Paola? Oui, au moment du théâtre à la Comédie Française avec la rousse, Alors, il s'accapare les... Oui, c'est une actrice rousse qui décide d'interpréter un texte écrit par Bardamu, lui-même, sur la guerre. réécrit par un poète et inspiré par Bardamu. Voilà. Et bon, le texte a grand succès. Et Branle d'Or fait tellement de bruit pendant les représentations que finalement, c'est lui qui récupère le morceau. C'est lui qui récupère les faveurs. Et cette logique du théâtre, hein, vraiment traverse tout le voyage au bout de la nuit. Par exemple, au Rincy, il y a les Henrouille. Vous vous souvenez de la famille Henrouille? Ce sont les Thénardier de Céline, les Henrouille. Clairement, la référence aux Thénardier, enfin, je veux dire, il ne dit pas Thénardier, mais il pourrait. Ce sont les mêmes. Il n'y a pas pire que les Henrouille depuis qu'on a inventé les Thénardier. Je veux dire, depuis les Thénardier, on n'a pas écrit pire. Les Henrouille, ils sont affreux. Il y a la dame Henrouille. Elle est horrible, c'est la pire de toutes. C'est celle qui calcule, qui compte en permanence, etc. Les Henrouille, c'est ceux qui, pendant 50 ans, n'ont fait que mettre de l'argent de côté, n'ont pas dépensé un centime de plus que ce qu'ils devaient dépenser. Ils se sont achetés une petite maison. Et alors maintenant, le problème, c'est que maintenant qu'ils sont propriétaires de leur maison, le père, il a le cœur un peu fragile et il se sent mourir. Alors, ça l'angoisse un peu, cette affaire-là. Et il se prend le pouls en permanence. Mais bon... Donc le père est un lâche qui n'a plus qu'une dent et qui laisse agir la mère. La mère est un monstre qui veut tout récupérer, l'argent, etc. Et notamment récupérer et louer la piaule qui est habitée par la mère du père, la vieille Henrouille. Et la vieille Henrouille qui est un personnage très sympathique. Et la vieille Henrouille, les Henrouille, ils veulent l'assassiner. Le fils et sa femme décident de l'assassiner. Et pour cela, ils embauchent Robinson, qui est l'alter égal diabolique de Bardamu, celui qu'on croise au cours de ses tribulations dans tout le temps du livre. Et Robinson est engagé pour mettre des pétards dans le clapier des lapins, pour que quand la vieille arrive, ça lui pète à la gueule. Et manque de bol, évidemment, c'est Robinson qui pose mal son truc, et un lapin bouge, et c'est à sa gueule à lui que ça pète. Et du coup, la vieille Henrouille, elle est toute contente, parce qu'elle comprend, mais elle n'est pas du tout dupe des manœuvres de sa belle-fille, qui a d'abord voulu la faire interner chez les sœurs, et qui a cherché un médecin complaisant, c'est-à-dire Bardamu, pour signer l'ordre d'internement. Elle est toute contente de survivre, et voilà comment elle réagit, écoutez. Je demandai, moi aussitôt, « C'est votre mari qui s'est blessé ?»« Entrez donc !» fit-elle assez brusquement, sans me laisser même le temps de réfléchir. Et je tombai en plein sur la vieille qui, dès le couloir, se mit à glapir et à m'assaillir, une bordée. « Allez, saligots! Allez, bandits docteurs, ils ont voulu me tuer !» C'est donc que c'était raté. « Tuer ?» fis-je, comme tout surpris. « Et pourquoi donc ?»« Parce que je voulais point crever assez vite, dame, tout simplement, et nom de Dieu. Bien sûr que non, que je veux point mourir. »« Maman, maman, l'interrompait la belle-fille, vous n'avez plus votre bon sens, vous racontez au docteur des horreurs, voyons, maman. Des horreurs que je dis, moi? Eh bien, ma salope, vous en avez un sacré culot. Plus mon bon sens, moi? J'en ai encore assez du bon sens pour vous faire pendre tous, moi, et que je vous le dis encore.
Mais qui est blessé? Où est-il? Vous allez le voir, comme coupa la vieille. Il est là-haut, il est sur son lit, l'assassin. Il a même bien sali son lit, hein, garce? Bien sali ton sale matelas et avec son sang de cochon, et pas avec le mien. Du sang que ça doit être comme de l'ordure, t'en as pas fini de le laver. Il en peut entrer encore pour des temps et des temps, le sang d'assassin que je te dis. Ah, il y en a qui vont au théâtre pour se faire des émotions, mais je vous le dis, il est ici le théâtre, il est ici, docteur, il est là-haut. Et un théâtre pour de vrai, pas un semblant seulement, faut pas perdre sa place, montez-y vite. Il sera peut-être mort lui aussi le sale coquin quand vous arriverez, alors vous verrez plus rien. Il est où là, Raphaël, le théâtre, dans le passage qu'on a entendu? Il est d'abord dans le diagnostic que porte la vieille Enrouille, puisque la vieille Enrouille, c'est celle qui considère que là-haut, c'est du théâtre, c'est un théâtre pourri. Mais surtout, le théâtre, il est dans la figure de la vieille Enrouille, dans la personne de la vieille Enrouille. Un peu plus loin, par exemple, Céline écrit « Elle s'était saisie d'un rôle avantageux dont elle tirait de l'émotion. On n'en finit pas d'être heureux. On n'en a jamais assez de bonheur tant qu'on est capable encore de jouer un rôle. Des jérémiades pour les vieillards, ce qu'on lui avait offert depuis 20 ans. Elle n'en voulait plus, la vieille Enrouille. Celui-là de rôle qui lui arrivait, elle ne le lâchait plus, virulent, inespéré. Être vieux, c'est ne plus trouver de rôle ardent à jouer. C'est tomber dans cet insipide relâche où on n'attend plus que la mort. Le goût de vivre lui revenait à la vieille, tout soudain, avec un rôle ardent de revanche. Elle n'en voulait plus mourir du coup, plus du tout. De cette envie de survivre, elle rayonnait, de cette affirmation. Retrouver du feu, un véritable feu dans le drame. c'est quand même pas mal. On est en plein dans le théâtre. La vieille Enrouille qui ne croit plus à sa mort, elle se donne un rôle avantageux. Et au fond, ça n'est que cela. Tous les individus se donnent un rôle avantageux dans le voyage au bout de la nuit. Raphaël, quand vous dites qu'il y en a d'autres, vous pensez par exemple à la séance de l'avortement? La jolie fille, bien balancée sexuellement, celle qui a des jambes et un corps fait pour le plaisir, etc., et qui doit avorter pour la 3e ou la 4e fois parce que les hommes l'apprécient beaucoup, en connaisseur. Vraiment. Et comme dit Céline, elle se faisait baiser à des profondeurs inimaginables. Mais, dans le même temps, évidemment, il faut qu'elle avorte. Et 4e avortement, dans les années 30, ça commence à mal passer, et donc il se retrouve dans un carnage, en fait. C'est une mare de sang, et le médecin Bardamu décrit cette interruption volontaire de grossesse qui a dû se faire avec des aiguilles à tricoter. Enfin, c'est une horreur, c'est une épouvantable chose. Et dans ce passage, ce qui intéresse le Bardamu, indépendamment de la douleur de la fille qui souffre, qui gémit, qui pleure, etc., c'est la mère. C'est la mère, là encore. La mère qui est une championne du théâtre. Écoutez le passage en question. La mère ne regardait rien, n'entendait qu'elle-même. « J'en mourrais, docteur !» qu'elle clamait. « J'en mourrais de honte !» Je n'essayais point de la dissuader. Je ne savais que faire. Dans la petite salle à manger d'à côté, nous apercevions le père qui allait de long en large. Lui ne devait pas avoir son attitude prête encore pour la circonstance. Peut-être attendait-il que les événements se précisassent avant de se choisir un maintien. Il demeurait dans des sortes de limbes. Les êtres vont d'une comédie vers une autre. Entre-temps, la pièce n'est pas montée, ils n'en discernent pas encore les contours, leur rôle propice. Alors ils restent là, les bras ballants, devant l'événement, les instincts repliés comme un parapluie, branlochant d'incohérence, réduits à eux-mêmes, c'est-à-dire à rien, vaches sans train. Mais la mère, elle, le tenait le rôle capital, entre la fille et moi. Le théâtre pouvait crouler, elle s'en foutait, elle, s'y trouvait bien et bonne et belle. Je ne pouvais compter que sur moi-même pour rompre ce merdeux charme. Là, on est vraiment, en entendant ça, on est vraiment du côté d'un Céline un peu moraliste à la façon du XVIIe siècle, quoi. Oui, pourquoi XVIIe siècle? Pourquoi diriez-vous ça? Je sais pas, les plus grands moralistes, La Bruyère, La Rochefoucauld, c'est bien le XVIIe. Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant que vous citiez les moralistes ici, parce que effectivement, les moralistes sont ceux qui... Oui, c'est intéressant. Voient le monde comme un théâtre. C'est ce qu'on dit. Ils voient le monde comme un théâtre. Et alors, ils voient le monde comme un théâtre et ils font la généalogie de nos passions les plus nobles. Donc là où le commun des mortels repère du courage, le moraliste repère de l'orgueil. Donc ils font ce travail-là, ce travail absolument nécessaire, ce travail que fait Nietzsche, ce travail que fait Céline, ce travail de lucidité, au fond, qui consiste à rappeler le lieu fétide où naissent nos grandes passions. Mais ça n'est pas le seul lien avec les moralistes, justement. C'est ça qui est intéressant dans votre remarque, je crois. Parce que, d'abord,
restons sur, non pas l'onomastique ici, mais sur les sonorités. Je ne pouvais compter que sur moi-même pour rompre ce mer de charme. Le charme est merdeux. Mais lisez-le en 2 mots. C'est une mer de charme. Et les mères ont un sale rôle dans Le Voyage au bout de la nuit. Céline les déteste. Et en l'occurrence, la mère de la fille qui avorte, on voit comment elle se conduit. Au fond, tout ce qui compte pour elle, c'est de tenir le grand rôle. Hein. J'en mourrai, docteur, c'est de se prendre pour Sarah Bernard. Elle s'en fout que sa fille crève, au fond. Ça lui donne l'occasion de tenir un bon rôle. La mère en rouille, elle est affreuse. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi tout simplement la mère de Bardamu. La mère de Bardamu qui intervient de temps en temps, dont Bardamu rapporte les propos de temps en temps. Et la mère de Bardamu, à un moment, il écrit ceci: elle croyait au fond que les petites gens de sa sorte étaient faits pour souffrir de tout et que c'était leur rôle sur la terre. La mère de Bardamu, c'est également cela. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne cesse de demander au fond à son fils d'endosser le rôle qui lui correspond et qui, elle, essaye de tenir le rôle dont elle pense qu'il lui a été assigné. Et tous ces personnages, qui sont des acteurs qui s'ignorent, qui sont d'autant meilleurs d'ailleurs qu'ils s'ignorent. Un bon acteur est un acteur qui est dans l'inconscience de lui-même, qui ne sait pas qu'il joue, ou à la limite, qui se confond avec la vie. C'est comme les cartographes de Borges, dont la carte finit par se confondre avec le territoire lui-même. Ces acteurs qui s'ignorent brossent un tableau général, au fond, dans Le Voyage au bout de la nuit, qui donne le sentiment que rien ne change. Et je crois que c'est ici le lien entre Céline et les moralistes, plus profondément encore que le monde comme une pièce de théâtre. Je vous donne juste un exemple, puisque vous citez les moralistes. La Bruyère dit « Dans 100 ans, le monde subsistera encore en son entier. Ce sera le même théâtre et les mêmes décorations, et ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ce qui s'attriste et se désespère sur un refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il s'avance déjà sur le théâtre d'autres hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles. Ils s'évanouiront à leur tour. Et ceux qui ne sont pas encore, un jour ne seront plus. De nouveaux acteurs ont pris leur place. » Si on le traduit en termes céliniens, qu'est-ce que ça donne ? Le même pinard, le même cinéma, les mêmes ragots sportifs, la même soumission enthousiaste aux besoins naturels, de la gueule et du cul, en refrain là-bas, comme ici, la même horde lourde, bouseuse, titubante d'un bobard à l'autre, hablarde toujours, trafiqueuse, malveillante, agressive entre 2 paniques. Mais il faut préciser peut-être la position de Bardamu dans ce théâtre, parce qu'elle peut être celle d'acteur, hein, comme sur le bateau l'amiral Bracton, quand il doit sauver... C'est vrai, mais il n'est jamais dupe quand il est acteur. Oui, il sait le très bien sait, qu'il lui, joue. quand il joue, voilà, Et contrairement aux autres, d'ailleurs. Et il est souvent dans la position de spectateur aussi. Mais il y a des rares moments d'émotion esthétique dans les voyages au bout de la nuit, c'est pas ce qui le caractérise le plus peut-être, mais il y a ceux au tout début, puisqu'on était vraiment dans la première partie, normalement, dans cette émission, et au moment de la guerre, et là, on peut vraiment dire que ça lui sauve la peau, en fait, ce moment où il va observer les villages qui brûlent la nuit. Sur la grande scène de la guerre. Un village brûlait toujours du côté du canon. On n'en approchait pas beaucoup, pas de trop. On le regardait seulement d'assez loin, le village, en spectateur, pourrait-on dire, à 10, 12 kilomètres par exemple. Et tous les soirs ensuite, vers cette époque-là, bien des villages se sont mis à flamber à l'horizon. Ça se répétait. On en était entouré, comme par un très grand cercle d'une drôle de fête de tous ces pays-là qui brûlaient, devant soi et des 2 côtés, avec des flammes qui montaient et léchaient les nuages. On voyait tout y passer dans les flammes, les églises, les granges, les unes après les autres, les meules qui donnaient des flammes plus animées, plus hautes que le reste, et puis les poutres qui se redressaient tout droit dans la nuit avec des barbes de flamèche avant de chuter dans la lumière. Ça se remarque bien comment que ça brûle, un village, même à 20 kilomètres. C'était gai. Un petit hameau de rien du tout qu'on n'apercevait même pas pendant la journée, au fond d'une moche petite campagne, eh bien, on n'a pas idée la nuit, quand il brûle, de l'effet qu'il peut faire. On dirait Notre-Dame. Ça dure bien toute une nuit à brûler un village, même un petit. À la fin, on dirait une fleur énorme. Puis rien qu'un bouton, puis plus rien. Ça fume et alors c'est le matin. Il est au cinéma, là, Bardamu, vraiment. Ouais, il est au cinéma. D'ailleurs, il va au cinéma, Bardamu. Il va au cinéma. L'autre émotion esthétique, enfin, il y a des moments comme ça, où on a le sentiment que la beauté le sauve. Et c'est d'ailleurs le reproche que certains céliniens font au Voyage au bout de la nuit.
des Céliniens de stricte obédience, et parfois d'opinions douteuses d'ailleurs, pas tous, mais bon, considèrent que Le Voyage au bout de la nuit est en un sens trop bien écrit, et qu'il y a trop de beauté là-dedans. C'est trop léché, cette affaire-là. C'est trop léché pour être véridique, comme si les deux étaient contradictoires. Moi, je ne crois pas. Mais effectivement, l'émotion esthétique, la beauté donne le sentiment de le sauver. Il y a un salut par la beauté dans le Voyage au bout de la nuit. C'est un salut provisoire. Quand il va au cinéma, il injecte une dose massive de beauté, il revient, il se sent tout léger, avant de verser de nouveau dans la déprime. Ça se passe en Amérique. De la même manière, quand il regarde une beauté, des jambes longues, fermes et précises, par exemple, il se sent sauvé, il voit là une grande justification. Quand il voit les prostituées qui sont dans le hall du Love Calvin à New York, il les regarde comme si elles attendaient quelque chose de très important, qui ne le concerne pas du tout. Cette beauté altière et terrible qu'il décrit le renvoie à la fois à sa misère de miteux et dans le même temps lui donne le sentiment qu'on peut sauver quelque chose, qu'on peut paradoxalement être le rescapé de ce monde épouvantable, dans la mesure où l'on sait en découvrir la beauté. Et ça, que voulez-vous, Paola, c'est peut-être, si vous en êtes d'accord, puisqu'on a prévu de faire 2 émissions sur Le Voyage au bout de la nuit, peut-être pourra-t-on partir de cela, puisqu'après tout, pour une fois, nous ne l'avons pas cité, ou presque pas, dans cette émission. C'est, je crois, l'un des points communs entre Céline et Proust, qu'il est, paraît-il, si difficile d'aimer simultanément, ou d'aimer en même temps. On a du pain sur la planche alors pour la On prochaine a émission. du pain sur la planche pour la prochaine émission. À dimanche prochain, Paola. Céline parle de Proust d'une manière remarquable. Céline dit dans Le Voyage au bout de la nuit, Proust, il parle d'une concierge, et puis tout d'un coup il parle de Proust. Et il dit Proust, mi-revenant lui-même, déjà attendons une seconde sur ce mot sublime, mi-revenant, c'est pas un revenant entièrement, c'est un mi-revenant. Il admirait Proust. Mi-revenant lui-même s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans les rites et démarches des gens du monde, gens du vide, fantômes de désir, partouzards indécis, attendant leur vateau toujours, chercheurs sans entrain d'improbables citerres. Merci Paola, merci à tous. C'est la fin de la première des 2 émissions que nous consacrerons cette année au Voyage au bout de la nuit. Arrivera-t-on en Afrique dimanche prochain? Encore faut-il traverser l'océan sur un bateau pourri, suintant au milieu de militaires avinés, des troncs massifs de poulpes fadas et de vers belliqueux. Autant dire que nous ne sommes pas arrivés. Merci à François Connac, Alice Ramon et l'ami Jean-Michel Coquille aujourd'hui à la technique. C'est Denis Podalides, vous l'aurez reconnu, dont la lecture nous accompagne tout au long de ces émissions. J'aimerais vous faire croire que le grand acteur était en studio avec nous, mais non. Nous n'avons fait que piller sans vergogne dans le trésor de sa lecture intégrale du Voyage au bout de la nuit, disponible aux éditions Gallimard et dont l'acquisition change considérablement, croyez-le, la nature des voyages. On se retrouve sur Internet, à la page du Gai Savoir si vous le souhaitez ou sur Facebook où vous attendent téléchargement et bibliographie toute la semaine et au-delà.
On se retrouve également dimanche prochain à 16h, dans le Gai Savoir pour la suite et la fin provisoire de nos tribulations en mer célinienne. Sur France Culture. Dans un instant, Ali Rébéi du côté de chez soi.